Bien, donc nous allons compléter le cours sur l'approche RR à un opérateur, RR voulant dire répétabilité et reproductibilité, par la construction d'un logigramme qui se veut être un outil d'aide à la mise en œuvre de la démarche lorsqu'on est confronté à l'estimation de la qualité d'une méthode de mesure. Alors quel est le plan de cette présentation? On va d'abord rappeler quels sont les indicateurs de qualité d'une méthode de mesure. Ensuite, dans le logigramme, quelles sont les étapes préliminaires au calcul. Ensuite, on rappellera dans le logigramme la part importante des graphiques qui permettent d'émettre des hypothèses, la construction d'un nuage de points, avec ou non un intervalle de tolérance, la construction de la carte de contrôle de l'étendue qui permet de valider l'écart type de mesure, et ensuite, une fois qu'on a validé l'écart type de mesure, eh bien, le calcul des quelques indicateurs qualité de cette méthode, la capacité, la contribution et puis le nombre de catégories distinctes. Voilà, on se résume à ces trois indicateurs, on se limite, pardon, à ces trois indicateurs dans ce chapitre. Un dernier graphique qui ne fait pas partie directement de la méthode, mais qui est là pour rassurer celui qui calcule et qui permet d'illustrer la notion de nombre de catégories distinctes, sera présenté, c'est la carte de contrôle de la moyenne. Et puis, naturellement, on conclura sur ce logigramme et cette présentation. Alors, en introduction, donc j'ai dit que j'allais rappeler quels sont les indicateurs qualité d'une méthode de mesure. La démarche qui est présentée dans ce chapitre est issue, a été initiée par des membres de l'industrie automobile nord-américaine, dans des groupements associatifs, qui ont énormément contribué au déploiement, au développement, à la diffusion de méthodes, au travers de petits fascicules, et parmi ces fascicules, il y en a un qui est consacré à l'analyse d'un système de mesure, et dans l'analyse d'un système de mesure, on s'est intéressé ici à sa fidélité. Cette fidélité va être traduite par l'écart type de mesure. L'écart type de mesure, c'est le doute imputable à la méthode de mesure lorsqu'on a des valeurs dans un tableau. Et cet écart type de mesure, une fois qu'on l'aura estimé, pour ça qu'on va faire des essais, eh bien, va nous permettre d'une part de calculer la capacité de la méthode de mesure. On voit que l'écart type de mesure apparaît dans cette formule au dénominateur. Va nous permettre de calculer d'autre part la contribution de la méthode de mesure. Est-ce que dans la variation totale observée, la méthode de mesure pèse peu par rapport au processus de fabrication des pièces? Et enfin, un autre indicateur qui est le nombre de catégories distinctes. Est-ce que la méthode de mesure est suffisante pour pouvoir distinguer des petites variations au travers de la formule qui est ici et qui fait apparaître encore l'écart type de mesure? Dans la formule précédente, j'ai oublié de dire que c'était la variance, le carré de les mesures de la méthode de le carré de l'écart type de mesure, décidément, qui apparaît. Voilà, donc ce que nous allons voir dans ce chapitre est comment, étape par étape, partant d'un jeu de données, on arrive à ces indicateurs. Alors dans un logigramme, il n'y a qu'un début et une fin, il va y avoir un enchaînement de tâches, d'actions à mener. Ces actions sont traduites le plus souvent par des verbes, définir la méthode de mesure que vous voyez ici, puis de temps en temps des questions auxquelles on répondra par oui ou par non et qui permettront de générer les différentes branches du logigramme. Alors, il convient de définir la méthode de mesure avant d'aller la mettre en œuvre pour piloter des processus de fabrication industrielle. Et pourquoi faut-il faire apparaître cette tâche dans le logigramme? Parce que si plus tard nous trouvons que la méthode de mesure n'est pas de qualité suffisante, eh bien qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra la redéfinir. Voilà. Une fois qu'elle est définie, eh bien, il faut s'assurer que les gens qui la mettent en œuvre, donc l'opérateur ou les opérateurs, aient bien intégré le fonctionnement de ces méthodes et leur mise en œuvre, et donc il va falloir leur apprendre à appliquer convenablement cette méthode de mesure. Dans le cas où il y aurait plusieurs opérateurs, on reviendrait à cette boîte de dialogue, ça sera le cas d'un autre chapitre, si par cas la contribution liée aux opérateurs devenait trop importante. Ça voudrait dire que pour une même pièce, avec une même méthode de mesure, deux opérateurs ne voient pas du tout les mêmes résultats. Donc nous nous limitons dans ce chapitre au cas
particulier où il n'y a qu'un seul opérateur, c'est souvent le cas de l'étudiant en stage ou le cas d'entreprises de petite taille, et le cas où les essais sont non destructifs, c'est-à-dire qu'on va pouvoir répéter, réappliquer la même méthode de mesure sur une même pièce. Une fois qu'on a formé les opérateurs, eh bien, il faut définir le plan d'essai. Alors, définir le plan d'essai, c'est définir le nombre d'essais que l'on va faire pour pouvoir répondre aux questions concernant la qualité de la méthode de mesure. La méthode RR, proposée par le guide dont nous avons parlé à l'introduction, impose, pour pouvoir donner un certain crédit au résultat, de travailler avec un nombre minimal de valeurs qui se décompose de la façon suivante. Il faut disposer d'au moins 10 pièces issues d'une production en période stable, mais une période représentative de production. Pour chacune des pièces, il faut naturellement appliquer au moins 2 fois la même méthode de mesure pour avoir une idée de la variabilité de cette méthode. Et il faut, pour assurer le pragmatisme de la méthode, que l'on dispose, il faut disposer du même nombre de répétitions par pièce. Et enfin, il faut que, finalement, le produit du nombre de pièces par le nombre de répétitions, donc c'est le nombre de valeurs que l'on va consigner dans un tableau, soit supérieur ou égal à 30, de façon à pouvoir porter crédit aux affirmations que nous donnerons à la fin. Pourquoi faut-il définir le plan d'essai? C'est parce que si, par souci d'économie, on démarre avec un plan d'essai qui est aux limites des spécifications proposées par la méthode, et si l'on est amené à supprimer des pièces ou à supprimer des valeurs, parce qu'on peut avoir une valeur aberrante, on peut avoir une étendue trop grande, on peut avoir une pièce non conforme, il faut qu'il reste suffisamment de matière expérimentale pour pouvoir mettre en œuvre convenablement la méthode, et donc auquel cas, on pourrait être amené à redéfinir le plan d'essai. Donc ici, je vais reprendre les données qui ont été présentées dans le cours. On va disposer de 20 pièces, et pour chacune des pièces, on a effectué 2 répétitions. La lecture dans le sens horizontal de ce tableau va nous permettre de traduire la variabilité liée à la mesure. La lecture dans le sens vertical de ce tableau va nous permettre de traduire la variabilité liée aux pièces, donc au processus de fabrication. Et si on lit quelque part en diagonale, on a une fusion de ces 2 variabilités, c'est ce qu'on appelle la variabilité totale. Et dès lors que l'on travaille avec le même nombre de répétitions par pièce, la variance totale, qui est traduite quelque part par la flèche noire sur le graphique, est égale à la variance liée aux pièces plus la variance liée à la mesure. Voilà. Donc cette équation, c'est l'équation fondatrice de la méthode et de la décomposition. N'oublions pas que chaque valeur dans le tableau provient à la fois de l'utilisation d'un processus de fabrication, si on n'a pas de pièces, on ne peut pas appliquer la méthode de mesure, et d'un processus de mesure, parce que si on a les pièces et pas de processus de mesure, on ne peut pas obtenir la valeur. Et donc l'objet de ce chapitre va être de décomposer les variations que l'on voit dans ce tableau, et la méthode RR se veut pragmatique, et dès lors que l'on dispose du même nombre de répétitions par pièce, on admet cette équation, la variance totale est égale à la variance liée aux pièces plus la variance liée à la mesure. Une fois qu'on a défini le plan d'essai, je vous l'avais dit tout à l'heure, pourquoi faut-il mettre cette boîte de dialogue dans le logigramme? Parce qu'on risque de devoir y retourner, si par cas, suite à des suppressions, nous n'avions pas suffisamment de données. Alors une fois qu'on a défini le plan d'essai, il faut le mettre en œuvre. Il faut le mettre en œuvre, c'est toujours un peu délicat. On suggère de le mettre en œuvre de manière aléatoire. Alors ça apparaît très très souvent dans l'utilisation des logiciels. Ça apparaît de façon moins immédiate lorsqu'on lit des livres. Le fait de remplir le tableau vide que vous avez vu précédemment de manière aléatoire va permettre, si par cas une dérive venait à se produire, de diluer la dérive au fil des essais. Une fois qu'on a réalisé le plan d'essai, il faut collecter les données, il faut récupérer les fiches d'essai, les cahiers de laboratoire, de façon à pouvoir se livrer maintenant à l'étape d'analyse. Mais une fois qu'on a collecté les données, demandons-nous si les opérateurs ont bien respecté le plan d'essai, en particulier si on dispose du même nombre de répétitions par pièce, puisque c'est une hypothèse à la mise en œuvre pragmatique de la méthode.
Donc si on dispose d'un nombre pas identique de répétitions par pièce, ben, il faudra supprimer là où les pièces qui posent problème, il faudra supprimer là où les valeurs excédentaires. On vous cite ici deux exemples. Si on dispose de 13 pièces, pour 12 pièces, on a appliqué 3 fois la méthode, et pour une, on n'a appliqué que 2 fois. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer la pièce pour laquelle on n'a que 2 valeurs. Il nous restera donc 12 pièces, c'est suffisant. 3 répétitions, ben c'est plus grand que 2, et le produit, 12 par 3, ça fait 36, c'est plus grand que 30. Autre exemple, on dispose de 15 pièces, pour 14 d'entre elles, on a appliqué 2 fois la méthode de mesure, nombre de répétitions est égal à 2, et pour l'une, on dispose de 3 valeurs. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On essaie toujours de privilégier le nombre de pièces, on l'a déjà dit, et on va, sur les 3 valeurs, supprimer celles qui ne modifient pas l'étendue. Il ne convient pas de supprimer au hasard une valeur, il convient de supprimer sur les 3 valeurs celles qui ne modifient pas l'étendue de variation. Voilà. Donc si on dispose maintenant du même nombre de répétitions par pièce, ce qui est le cas général, eh bien on va... alors si on ne dispose pas d'un nombre suffisant de données, on va redéfinir le plan d'essai, mais si après avoir tabulé les données, collecté les données, on a le même nombre de répétitions par pièce et le nombre est suffisant, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va tabuler les données. Donc ne mettez les données dans un tableur. Un tableur, ça sert à faire des calculs et à faire des graphiques que si l'on dispose du même nombre de répétitions par pièce, et si ce nombre de répétitions, nombre de pièces et nombre total de valeurs est satisfaisant par rapport aux exigences de la méthode. Donc la tabulation des données va se faire à l'aide d'un tableur, Excel par exemple, et va nous permettre de faire des graphiques, de faire des calculs dont on a vu en cours qu'ils étaient simples et accessibles à tout le monde. Alors, nous avons tabulé les données, donc voilà rappelé les données qui sont issues d'un livre de Montgomery sur la maîtrise statistique des processus. Je rappelle qu'il s'agit d'une cote exprimée en millimètres, ce que vous ne voyez pas sur ce tableau. Et donc, lorsqu'on lit ce tableau dans le sens horizontal, pour la pièce 1, première mesure 21 mm, deuxième mesure 20 mm. Pour la pièce 4, eh bien, on a appliqué 2 fois la même méthode de mesure et on a obtenu 2 fois la même valeur. Si on regarde le tableau en diagonale, on observe une variation totale, on a 40 valeurs, donc c'est suffisant par rapport aux exigences de la méthode. Et en termes de pièces, on a 20 pièces qui sont représentatives d'une période stable de production. Alors après avoir tabulé les données, on va faire un premier graphique, on va faire un nuage de points, et il faut le construire, mais aussi il faut l'analyser. Alors que voit-on sur ce nuage de points? Sur l'axe horizontal, on a les pièces qui ont été prélevées, éventuellement leur identification, ici c'est P01, P02. Sur l'axe vertical, on reporte la valeur mesurée, donc c'est cote en millimètres, et puis dans le plan de la figure, pour une même pièce, le petit trait rouge matérialise l'étendue. On avait dit que pour la pièce 4, on avait 2 fois 27 mm, donc on voit qu'un seul point sur le graphique, et pour la pièce 1, on avait 1 fois 20 mm, 1 fois 22 mm, donc on a une étendue matérialisée par le petit trait rouge qui est égale à 1. Et donc analyser ce nuage de points va consister à porter un regard sur l'homogénéité des étendues, porter un regard sur des pièces peut-être très éloignées des autres, porter un regard sur une dérive. Est-ce que ça a l'air d'être réparti aléatoirement? Donc c'est ce qui est rappelé ici. Passer du temps non seulement à la construction du graphique, c'est un outil de communication, mais également à son analyse. Alors, dans la majorité des cas, les mesures que vous faites servent à garantir la conformité des pièces. Et garantir la conformité des pièces, ça veut dire que les caractéristiques arrivent à satisfaire les exigences du client. Et le client va vous donner des intervalles de tolérance à respecter. On est dans le cas ici d'intervalles de tolérance où on a une limite supérieure et une limite inférieure. Donc je vous rappelle dans l'exemple qui est issu du cours les tolérances que l'on va voir sur le graphique. Mais bien évidemment, on va rajouter l'intervalle de tolérance sur ce graphique et même si le client ne le spécifie pas, pensez à rajouter la cible qui est le milieu de l'intervalle de tolérance.
Le fait de rajouter l'intervalle de tolérance va vous permettre de revisiter le nuage de points précédent, parce que si certaines valeurs mesurées semblent proches, c'est ce qui est représenté ici pour la pièce I de la limite de tolérance, par exemple une limite inférieure, il faudra se demander, lorsqu'on connaîtra l'écart type de mesure, si cette valeur peut être jugée comme étant strictement à l'intérieur de l'intervalle de tolérance ou peut-être probablement à l'extérieur. Voilà. Donc passez du temps à regarder le nuage de points, s'il y a l'intervalle de tolérance, à vous demander quelles sont les valeurs les plus proches des limites, et si par cas vous trouvez à l'œil que la distance entre les valeurs extrêmes et les limites sont petites, eh bien il faudra utiliser à bon escient l'écart type de mesure pour confirmer les valeurs observées. Donc on rajoute l'intervalle, c'est ce que l'on fait ici. Qu'est-ce qu'on constate? Toutes les valeurs sont conformes, l'intervalle de tolérance va de 5 mm à 60 mm. On a rajouté la cible qui est à 32,5 mm, c'est le trait vert. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que pendant cette période de production, où on a mis en œuvre le plan d'essai, on a subi un déréglage significatif vers le bas. Vous voyez que toutes les valeurs, certes, sont à l'intérieur de l'intervalle de tolérance, mais elles sont toutes plus petites que la cible. Alors libre à vous, industriellement, de faire ce que vous voulez, mais dans un indicateur qui traduira la capacité, non pas de la méthode de mesure, mais du processus de fabrication des pièces, vous allez affaiblir cette capacité, puisque les meilleures capacités, c'est d'être centré. Voilà. Pourquoi faut-il être centré? Pour prévenir les déréglages qui peuvent arriver. Mais ici, on est décentré, mais tout en étant décentré, on est encore dans l'intervalle de tolérance, donc on va continuer. Alors, on rajoute l'intervalle de tolérance et la cible, et la question qu'on se pose, est-ce que l'on observe une ou plusieurs valeurs en dehors de l'intervalle de tolérance? Si on répond oui, il faut supprimer naturellement la pièce pour laquelle on observe des valeurs en dehors de l'intervalle de tolérance. Pourquoi? Parce que quand on s'intéresse, et c'est très important, à la qualité, il faut travailler sur des objets de qualité. C'est pas la peine de quantifier la qualité d'une méthode de mesure sur des objets qui ne seraient pas conformes aux spécifications du client. Donc si par cas, et là encore il y a un principe de parcimonie, une pièce présente des valeurs en dehors de l'intervalle de tolérance, eh bien on la sort du jeu de données parce que la qualité de la méthode de mesure doit être exclusivement quantifiée à partir de pièces conformes. Alors si on supprime là où les pièces pour lesquelles on observe des valeurs en dehors de l'intervalle de tolérance, eh bien il faut se demander s'il nous en reste assez. Dispose-t-on d'un nombre suffisant de données? C'est bien beau de supprimer, mais à force de supprimer, peut-être que la taille du plan d'essai restant ne sera pas suffisante. Si on ne dispose pas d'un nombre suffisant de données, on n'a plus qu'à redéfinir le plan d'essai et à recommencer. Et si on dispose encore d'un nombre suffisant de données, eh bien, il faudra retabuler les données, puisque on a supprimé des lignes dans le tableau initial. Donc, si par cas on ne dispose pas d'intervalle de tolérance, alors c'est peut-être plus le cas lors de la mise en œuvre de ces méthodes dans un contexte universitaire, dans un contexte de recherche et développement par rapport à un contexte de production. Donc si par cas il est arrivé qu'on ne dispose pas d'intervalle de tolérance, eh bien on va construire directement la carte de contrôle de l'étendue et naturellement se livrer à son analyse. Alors la carte de contrôle de l'étendue, c'est une carte de contrôle dont la ligne centrale est représentée par la moyenne des étendues, et de part et d'autre de cette ligne de centrale, on va apposer des limites de contrôle, LCS, limite de contrôle supérieure, LCI, limite de contrôle inférieure, qui sont obtenues à partir de la moyenne des étendues et à partir de coefficients grand D1, grand D2, petit D2 que l'on lit dans le tableau, issu ici d'une norme sur les cartes de contrôle, mais c'est des tableaux classiques, en fonction du nombre de répétitions par pièce qui est ici est égal à 2. On peut rajouter des limites de surveillance, limite de surveillance supérieure, limite de surveillance inférieure, que l'on calcule toujours à partir
de la moyenne des étendues, R bar, et de coefficients petit d2, d'1 et d'2. Donc tout calcul fait, voilà à quoi ressemble la carte de contrôle de l'étendue. Sur l'axe horizontal, on retrouve les pièces et leur identification. Sur l'axe vertical, maintenant, on a résumé les doublés, les triplés de points que nous avons vus sur le nuage de points par la valeur de l'étendue, elle est exprimée en millimètres. Le trait vert représente l'étendue moyenne, et les limites de contrôle et de surveillance que vous voyez à l'écran permettent de dire que, bon an, mal an, les étendues sont cohérentes et sont distribuées, entre guillemets, normalement autour de leur moyenne, et qu'on va pouvoir considérer la moyenne des étendues, à savoir ici 1 mm, comme valeur représentative des étendues. Si par cas nous avions eu une, voire plusieurs étendues au-delà des limites de contrôle, eh bien naturellement, il aurait fallu agir. Observe-t-on une ou plusieurs étendues plus grandes que la limite supérieure de contrôle? Si la réponse est oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut supprimer la pièce qui pose problème ou la valeur qui fait croître anormalement cette étendue. Dès lors que l'on supprime, on va retrouver le schéma précédent. On a supprimé une valeur, on a supprimé la pièce qui posait problème. Est-ce qu'on dispose de suffisamment de données? Sinon, si on n'a pas assez de valeurs, il va falloir redéfinir le plan d'essai. Et si on dispose de suffisamment de données, puisqu'on est amené à modifier la pièce qui présente une étendue trop grande, eh bien, il faut retabuler les données. Voilà. Alors, petite remarque sur laquelle on avait insisté en cours, lorsqu'on ne fait que 2 répétitions par pièce, et que l'on est en présence d'une étendue trop grande par rapport aux autres, on n'a pas d'autre solution que de supprimer la pièce, puisqu'on ne peut pas savoir à quelle valeur est due cette étendue qui est grande. Lorsqu'on dispose de 3, voire 4 répétitions par pièce, on peut parfois, entre guillemets, sauver la pièce en supprimant la valeur qui provoque une étendue grande pour cette pièce. Donc, lorsqu'on définit un plan d'essai, et qu'on ne fait que 2 répétitions par pièce, il ne faut pas hésiter à surdimensionner un petit peu les choses. Alors, que fait-on ensuite? Si on n'observe pas d'étendues trop grandes par rapport aux autres, ça veut dire qu'il y a cohérence de ces étendues et que la moyenne est bien représentative. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va valider l'écart type de mesure. Et l'écart type de mesure, on avait vu qu'on l'obtenait à partir de la formule moyenne des étendues divisé par un coefficient petit d2 qui dépend de n. On l'a vu dans le tableau précédent. Donc vous voyez que la méthode est très pragmatique. Pour calculer un écart type de mesure, il suffit de calculer les étendues par pièce, vérifier que la distribution de ces étendues est suffisamment homogène pour considérer que la moyenne est représentative, et en relativisant la moyenne des étendues par un coefficient adapté, on a une bonne estimation de l'écart type de mesure qui ici vaut 0,887 mm. Une fois qu'on a validé l'écart type de mesure, il va falloir se servir de cet écart type de mesure pour estimer la qualité de la méthode au travers d'indicateurs. On peut calculer les indicateurs dans un ordre ou un autre ordre, ce n'est pas très important. Si l'on dispose de l'intervalle de tolérance, eh bien, dans ce cas, on pourra calculer la capacité du processus de mesure. Les 2 autres indicateurs peuvent être calculés même lorsqu'on n'a pas d'intervalle de tolérance. Donc si on dispose d'un intervalle, si on répond oui, on va calculer la capacité. On rappelle la formule, c'est la largeur de l'intervalle de tolérance, TS moins TI, tolérance supérieure moins tolérance inférieure, divisé par l'intervalle de dispersion lié à notre méthode de mesure, que l'on va résumer ici par 6 fois l'écart type de mesure. On peut trouver d'autres valeurs que 6 dans la littérature, mais de façon générale, dans le cadre d'une initiation, si vous ne savez pas, vous prenez 6. Donc la capacité de la méthode de mesure représente quelque part le rapport de ce que l'on vous autorise à faire. C'est représenté par l'intervalle de tolérance TS moins TI, c'est votre client, par rapport à ce que vous savez faire avec votre méthode de mesure. Attention, il s'agit bien de la méthode de mesure, et donc il faut naturellement que votre méthode de mesure présente une dispersion beaucoup plus faible que ce qui est autorisé naturellement par votre client. Donc ici, tout calcul fait, la capacité de la méthode de mesure est égale à 10,34, et on va se poser une question: est-ce que la capacité de la méthode de mesure est suffisamment grande
est-ce que le processus est suffisamment apte pour piloter le processus de fabrication des pièces? La norme ou les recommandations nous disent que si la capacité est plus petite que 4, eh bien, malheureusement, il faut revoir la méthode de mesure. C'est pour ça qu'on va procéder à des actions d'amélioration, on va redéfinir la méthode de mesure, on va reformer les opérateurs, on va redéfinir un plan d'essai, on va recommencer. Si par cas la capacité du processus de mesure est supérieure à 4, eh bien, on pourra considérer que le processus de mesure, à cette étape, est adapté pour piloter le processus de fabrication, mais attention, il faut satisfaire les 2 autres critères. Si on ne dispose pas d'intervalle de tolérance, on va passer directement à l'indicateur suivant. Au même titre, si la capacité de la méthode de mesure est plus grande que 4, on va passer à l'indicateur suivant, qui est la contribution du processus de mesure. Alors la contribution du processus de mesure, c'est quelque part le rapport de la variance de mesure à la variance totale. Pour calculer la variance totale, une machine à calculer ou Excel, à travers d'une fonction adaptée, comme la fonction var, vont nous permettre de la trouver. La variance de mesure, c'est le carré de l'écart type de mesure qu'on vient de calculer. Et donc on peut se livrer tout de suite au calcul de la contribution. Contribution de la méthode de mesure, c'est le rapport de la variance de mesure sur la variance totale. Ici, tout calcul fait, 7,81%. Comment interpréter ce rapport? C'est bien beau de donner des statistiques, mais qu'est-ce que ça représente? Eh bien, dans la fluctuation du nuage de points que vous voyez à l'écran. Cette fluctuation, elle a 2 causes. Elle a la méthode de mesure et d'autre part, le processus de fabrication des pièces. Eh bien, la méthode de mesure explique à elle seule 7,81% des fluctuations que vous voyez à l'écran. Par voie de conséquence, le processus de fabrication des pièces, mais on n'est pas là pour le juger, ce processus, eh bien c'est le complémentaire, donc à peu près 92,2% de la variation que l'on voit à l'écran est bien expliquée par le processus de fabrication des pièces. Attention, ce sont des pièces conformes, et donc ce que l'on cherche industriellement, c'est à voir les fluctuations liées au processus de fabrication des pièces, parce qu'on peut être amené à modifier quelques réglages, et il faut s'assurer qu'on soit dans l'intervalle de tolérance, et donc on veut que la méthode de mesure, le processus de mesure, contribue le moins possible à expliquer la fluctuation des résultats. On veut finalement que le nuage de points soit le reflet réel du processus de fabrication. Alors là encore, on convient d'adopter des limites. Si la contribution, attention, est plus grande que 10%, mais on dit que le processus de mesure pèse trop dans l'explication de la variation des résultats, et donc il va falloir procéder, là encore, à des actions d'amélioration, redéfinir la méthode de mesure, former les opérateurs à cette nouvelle méthode, redéfinir un plan d'essai et recommencer. Si par cas, la contribution de la méthode de mesure est plus petite que 10%, il est parfois utile de s'informer sur des exigences internes propres à une entreprise, parce que dans certains cas, on peut avoir des exigences plus importantes que ce fameux 10%. Donc j'ai mis une boîte de dialogue, vérifier l'existence d'exigences internes à l'entreprise avant de valider la valeur de la contribution. Donc ici, on considère que la contribution ne dépasse pas 10%, donc on continue. Alors, une fois que l'on a validé la valeur de la contribution, il reste à calculer et à analyser le 3e indicateur qualité, qui est le nombre de catégories distinctes que la méthode de mesure permet de faire dans le nuage de points. Alors, le nombre de catégories distinctes, on a conservé la locution anglaise, le résumé c'est NDC pour l'acronyme de cette locution, va être calculé par étapes. On va d'abord calculer l'écart type pièce. L'écart type pièce, c'est la racine carrée de la variance liée aux pièces. La variance liée aux pièces, c'est la différence entre la variance totale et la variance de mesure, et on prend la racine carrée pour obtenir l'écart type. Donc toutes les statistiques dont on a besoin ont été calculées au fur et à mesure. On a d'abord calculé l'écart type de mesure. En le mettant au carré, on a la variance de mesure.
On a ensuite calculé la variance totale pour calculer l'indicateur précédent qui était la contribution avec la fonction var par exemple dans Excel. Donc on dispose de l'écart type pièce. Une fois que l'on dispose de l'écart type pièce, on va faire le rapport entre l'écart type pièce et l'écart type de mesure. On va le corriger par un coefficient racine de 2 et comme on cherche un nombre de catégories distinctes, eh bien la valeur que l'on va trouver, on va l'arrondir. Attention, le guide dédié à l'analyse des systèmes de mesure impose de prendre l'arrondi inférieur, ce qui peut être pénalisant. Par exemple, lorsqu'on obtient 4,94, eh bien l'arrondi inférieur à l'entier naturel, eh bien c'est 4. Alors, la question qu'il faut se poser, est-ce que la valeur de l'indicateur, nombre de catégories distinctes, est plus petite que 5 ? Ben, si c'est oui, ça veut dire que la méthode de mesure n'est pas capable de distinguer les fluctuations de manière satisfaisante entre les pièces, en particulier lorsqu'on veut faire de l'optimisation. Et donc il faudra proposer des actions d'amélioration et redéfinir la méthode de mesure. Dans notre cas, alors voilà la pénalité de l'arrondi inférieur. Tout calcul fait, racine de 2 fois écart type pièce sur écart type de mesure conduit à un résultat qui vaut 4,86. Et lorsqu'on prend l'arrondi inférieur à l'entier naturel, on obtient 4. On peut considérer que 4, lorsqu'on fait toujours les mêmes pièces sur un suivi de production de mêmes pièces, c'est une caractéristique suffisante pour piloter le processus de fabrication. Mais attention, si on est amené à faire des changements de production, il faut absolument viser 5 catégories distinctes à partir du processus de mesure. Donc si on a la chance d'avoir au moins 5 catégories distinctes, 5 ou 6, c'est pas la peine d'en avoir 8 ou 9, eh bien on va conclure en disant que le processus de mesure peut être recommandé pour calculer la capacité du processus de fabrication. Bien que ce ne soit pas obligatoire dans la méthode, il est important de démystifier le sens de ces indicateurs auprès des opérateurs, auprès des collègues dans une entreprise, dans un laboratoire. Et donc, on suggère, mais c'est à titre pédagogique, de construire la carte de contrôle de la moyenne. La carte de contrôle de la moyenne, la ligne horizontale, c'est la moyenne des résultats. On va affecter des limites de contrôle de part et d'autre de cette moyenne générale. Ces limites de contrôle, c'est la moyenne générale plus ou moins 3 fois l'écart type de mesure sur la racine carrée du nombre de répétitions. On a répété 2 fois ici par pièce. On peut rajouter des limites de surveillance qui sont situées à plus ou moins 2 fois ce même écart type. Et donc voilà ce qu'on obtient. Alors attention, encore une fois dans l'interprétation un peu trop rapide de ce graphique. Sur l'axe horizontal, on a les pièces avec leur identification. Sur l'axe vertical, on a résumé les 2 valeurs du nuage de points initial par leur moyenne. Voilà, la pièce 1 présente une valeur moyenne de 20,5 mm. La pièce 4 présente une valeur moyenne de 27 mm. Le trait vert représente la moyenne des moyennes, d'où le X bar. Et les traits rouges représentent les limites de contrôle. Alors souvent, lorsqu'on est peu habitué à ce genre d'analyse, eh bien on tire le signal d'alarme puisque manifestement des points sont situés en dehors des limites de contrôle. Et au contraire, il faut se réjouir. N'oubliez pas que toutes les pièces qui ont donné lieu à l'analyse sont conformes. Elles appartiennent à l'intervalle de tolérance. Et ce que vous voyez à l'écran, la bande rouge, qui est définie par les limites de contrôle, eh bien c'est ce qu'on appelle une catégorie. Une catégorie, on voit que si l'écart type de mesure augmente, eh bien la catégorie sera plus grande. Plus l'écart type de mesure est petit, plus la catégorie aura ici une étendue faible. Et donc, à quoi sert ce graphique ? Eh bien, on repère la largeur d'une catégorie, d'une classe, et sur le nuage des moyennes, eh bien, on va pouvoir positionner ces bandes de façon à définir la catégorie 1, la catégorie 2, la catégorie 3 et la catégorie 4, ce qui permet de confirmer le résultat du calcul que nous avons fait. La méthode de mesure permet dans cet exemple de classer les pièces conformes en 4 catégories.
Pourquoi est-ce important? Eh bien, c'est parce que s'il y a une dérive sur le processus de fabrication, partant de la bande centrale, la méthode de mesure va pouvoir dire qu'on a changé de catégorie et donc on est en train de s'éloigner et peut-être qu'on est en train de dériver. C'est pour ça qu'on impose aux méthodes de mesure de pouvoir découper l'intervalle de variation des pièces conformes en au moins 5 catégories distinctes. Alors, puisque le processus de mesure, ou quand le processus de mesure est jugé satisfaisant pour piloter le processus de fabrication des pièces, eh bien, il reste à éditer un rapport d'analyse, et puis, naturellement, on a atteint la fin de ce logigramme, puisque l'objectif, ici, était de quantifier la qualité de la méthode de mesure. Si je fais un résumé de ce qu'on a fait sur cette conclusion, on est parti d'un plan d'essai, 20 pièces, 2 répétitions par pièce, on avait un intervalle de tolérance. On a d'abord calculé l'écart type de mesure. Cet écart type de mesure a été validé. Il a servi à calculer la capacité qui est satisfaisante, la contribution de la méthode de mesure qui ne dépasse pas 10%, le nombre de catégories distinctes qui est peut-être un peu juste, sauf si on produit toujours un petit peu le même produit. Et donc on a validé finalement la qualité de cette méthode de mesure. Et donc on va pouvoir s'en servir pour piloter le processus de fabrication des pièces, et puis, avec d'autres statistiques, calculer la capacité de ce processus, dont on verrait ici que le déréglage est quand même pénalisant sur la capacité du processus. Alors, en guise de conclusion, on propose toujours un petit quiz. Et bien, naturellement, ce logigramme qui a été construit et commenté bout par bout, on vous propose de le reproduire, mais d'un seul tenant, sur une unité de lieu, par exemple sur une feuille au format A3, en essayant de matérialiser avec des couleurs, avec des colonnes, les étapes. Par exemple, il y a l'axe du logigramme, il y a l'axe des questions, il y a l'axe des suppressions. On a vu qu'à plusieurs reprises, on pouvait être amené à supprimer des valeurs, à supprimer des pièces, ce qui conduisait à retabuler les données s'il en restait suffisamment. Une colonne pour les graphiques. On a fait des cartes de contrôle aux étendues, on a fait des nuages de points, on a fait la carte de contrôle de la moyenne. Donc à vous de reconstruire à partir des boîtes de dialogue qui sont là, peut-être d'uniformiser leur taille, à vous de reproduire un logigramme sur une feuille A3, éventuellement envisager plusieurs représentations en termes de colonnes, faites en sorte que ce soit aligné. Pourquoi? Parce que ça se veut être un outil pragmatique si en stage ou en projet vous étiez confronté à la mise en œuvre de la qualité d'une méthode de mesure et que vous décidiez d'utiliser cette démarche dans ce contexte. Et puis, n'hésitez pas d'enrichir votre logigramme, un peu comme on l'a fait dans la présentation, avec des rappels de formules et qu'on peut toujours oublier, avec des définitions, avec des interprétations, avec des aides-mémoires, que faut-il faire à telle étape, et puis pourquoi pas avec des formules mathématiques. Voilà, j'espère que vous prendrez plaisir à construire ce logigramme et comme tous les logigrammes, que ça deviendra pour vous un outil pragmatique pour vous aider à mettre en œuvre la méthode si vous êtes confronté au problème. Je vous remercie de votre attention.